Le pas de M. le ministre des Affaires étrangères représentant son Excellence, M. le Premier ministre, pour souhaiter la bienvenue à nos chers frères et sœurs chez eux-mêmes. Le deuxième élément, M. le ministre, représentant son Excellence, M. le Premier ministre, permettez-moi de vous signifier la profonde reconnaissance de la Commission nationale de la Confédération des États d'Israël et pour le choix porté sur notre modeste personne pour ce mot introductif. Il y a bien des éminentes personnalités à tous les niveaux qui sont capables de développer mille fois, pourquoi pas, mieux ce mot introductif que nous, mais vous avez bien voulu nous désigner et nous invitons tout simplement les uns les autres. Votre micro n'est pas. Ouais, nous invitons tout simplement les uns les autres à nous excuser pour les quelques imperfections éventuelles. Alors, j'ai tenu à me dire des mots parce qu'on dit que dans un cadre de dialogue, il faut permettre à l'interlocuteur de savoir qui parle et que celui qui parle également regarde en face le visage de l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Je pense que le mot intuitif qui est axé sur le panafricanisme, l'élan de l'Alliance des États d'Israël et la question de la solidarité, disons tout simplement que c'est deux gros thèmes dont chacun peut prendre toute une journée. En prenant rien que le panafricanisme, si on devait développer et entrer dans les détails, et faire appel à des historiens et émérites de notre pays, peut avoir une journée, voire même une semaine. L'élan également de l'AES, en lien avec la solidarité historique en Afrique, ça peut également prendre toute une journée. Donc, vous me permettez d'être vraiment très succincte, comme l'élément l'a indiqué, c'est un mot introductif, et ce mot introductif permettra tout simplement à tout un chacun de faire un apport. Pourquoi pas nous enrichir mutuellement. Et pour commencer, disons que de façon très franche et directe, tel que nous sommes dans la salle, que mes frères et sœurs qui sont de pays différents que nous excusent, mais dans une rencontre où on parle de panafricanisme, on parle de solidarité, on parle de l'AES, ça va être une rencontre de vérité, une rencontre de sincérité, une rencontre de convivialité et de fraternité. Et justement, parlant de panafricanisme, permettez-moi de réduire ça à un seul thème. Parce que quand on rentre dans l'histoire, on peut ouvrir des parenthèses pour dire qu'on a oublié telle personnalité de l'histoire, ou bien on a mis de côté telle autre. Donc, je me permets de dire que la compréhension qu'il faut retenir, c'est la bataille pour retrouver notre terre. Et quand on dit la bataille pour retrouver notre terre, je peux dire que le panafricanisme aujourd'hui, la compréhension simple qu'il faut avoir, c'est en lien avec la Farafina. La Farafina qui n'est rien d'autre que la terre africaine, la terre des hommes aux terres noires. Et de ce point de vue, cette bataille, si nous devrions nous prononcer là-dessus, ayons l'humilité de nous incliner sur la mémoire de l'ensemble des frères et sœurs qui ont été déportés, même qui n'ont pas été déportés, mais qui, à un moment donné de l'histoire, ont pris bonne conscience de se battre pour que l'Afrique puisse retrouver sa dignité, son honneur, son intégrité. Ce sont des milliers et des milliers. Mais justement, parmi ces milliers et des milliers, il y a également des figures emblématiques, probablement que nous allons évoquer. Mais justement, cette bataille de pouvoir retrouver nos terres, ou la terre africaine, ce n'est pas une terre en tant que masse physique, telle que nous marchons là-dessus. Il faut comprendre que terre africaine ou Farafina, qui est la reconquête de notre terre africaine, c'est la reconquête de nos valeurs. Et cette reconquête de nos valeurs, c'est la reconquête de notre identité. Qui sommes-nous? Qui étions-nous? Que voulons-nous être? Et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour ne pas nous dévoiler et perdre le chemin
conducteur nous menant de notre passé à laquelle présent il nous projette dans le futur. Et de ce point de vue, quand je dis qu'il faut qu'on soit direct et sincère, la question du panafricanisme en lien avec nous, les Africains, est-ce que de la façon dont l'histoire s'est déroulée jusqu'aujourd'hui, avons-nous été considérés comme des hommes, grand H? Avons-nous été toujours considérés comme des êtres humains, différents des animaux? Non. La réponse est non. Elle est non parce que dans l'évolution de l'histoire, tout en ignorant ou en donnant l'impression de ne pas reconnaître que l'Afrique est le berceau de l'humanité, comme on le dit, l'Afrique a été saccagée dans tous ses sens. Que ce soit ses valeurs économiques, ses valeurs humaines, ses valeurs culturelles, ses valeurs historiques, ses valeurs sécuritaires, l'Afrique a été saccagée. Mais justement pour mieux saccager, je pense que ceux qui ont eu intérêt à saccager dans ce sens se sont donné la possibilité de se faire des lois. Et ces lois, à un moment donné, ils les ont réunies en ensemble, qu'ils ont appelé le Code noir, en 1685. Mais quand vous ouvrez ce Code noir, vous savez pourquoi vous regardez à l'intérieur, il est dit que vous et moi, nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des objets, nous sommes des choses. Or, un objet et une chose, c'est quelque chose qu'on peut manipuler à souhait. C'est quelque chose qu'on peut disséquer et qu'on peut découper. C'est quelque chose qu'on peut vendre, qu'on peut placer. Voilà comment nous sommes considérés. Mais justement, quand on donne cette définition en parlant de 1685, on peut dire comme nous sommes aujourd'hui dans un monde moderne, est-ce que le contenu du code a changé? Est-ce que dans les pratiques, ce qui était fait depuis les années 1685, ça a réellement changé? Je dis aussi non. Et je vais prendre des exemples. Je prends tout simplement des exemples parce qu'à partir de 1685, au vu de la pression qui a été abattue sur l'Afrique, et constaté que les enfants de l'Afrique sont en train de s'organiser. La révolte est en train de monter. Ils se sont permis en 1884 de se retrouver pour dire que la meilleure façon de continuer de nous diviser, de nous exploiter, c'est de séquencer nos territoires. Donc l'Afrique a encore été subdivisée, donc séparée, isolée. Des familles ont été totalement séquencées. À partir de là, mais on constate également que la révolte de part et d'autre, je dis que partout, ne fait pas sa montée. Et comme ça montait, il faut changer de terme. Au lieu de continuer à parler de traite régulière, de continuer à parler d'esclavage, il faut changer et parler maintenant de colonisation. Donc on se partage l'Afrique, on tue ses richesses, on tue ses hommes dans tous ses sens, et puis on évolue. Mais le contenu est toujours le même. Et le contenu, que ce soit de l'esclavage, que ce soit la traite régulière, que ce soit la colonisation, le dénominateur est commun. C'est comment déshumaniser l'Africain. C'est comment détruire l'Africain. C'est comment chosifier l'Africain. C'est comment rendre animal, à la vie, l'Africain. Donc, ça veut dire le contenu, que ce soit de l'esclavage, traite régulière, jusqu'à la colonisation, le contenu n'a pas changé. Mais maintenant, au fur et à mesure que la révolte monte, on dit, on cherche dans leur langue, on cherche dans le bon, nous sommes dans une période néocoloniale. Voilà, qui est marquée par des questions d'indépendance. Ces questions d'indépendance, quand vous regardez, une façon de nous dire, ne vous plaignez pas, maintenant vous êtes maître de vous-même. Vous êtes maître de vous-même, et pour vous montrer que vous ne devez pas vous plaindre, on se fabrique des dates, depuis de l'autre côté des océans, on se remet dans le pays africain pour les distribuer. Le 1er août, on descend dans un pays, il donne une date. Il se repose le 2, le 3, il monte dans un autre pays, il donne une date. Il se repose le 4, le 5, il monte dans un autre pays, il donne une date, et ce sera pour le moment d'indépendance formelle. Indépendance formelle parce que le contenu, on ne peut pas dire que le contenu est néant, le contenu est grave, voire même gravissime. Le contenu est gravissime parce que c'est constitué de chaînes coloniaux, ce qu'on a appelé les accords secrets, surtout en lien avec les pays africains francophones. Comment vous allez dire qu'un pays est indépendant? Et en même temps que vous dites qu'il est indépendant, vous lui donnez à ceux que vous avez choisis pour les diriger, dans l'ombre là, vous leur donnez des accords et vous dites que le contenu doit être rendu public. Mais gare à l'intéressé, s'il prenait une autre décision qui n'est pas en lien avec l'ensemble des accords que vous lui avez donnés. C'est de dire, dans un premier accord, que nous, on doit reconnaître que la colonisation nous a fait du bien. Le fait qu'on a saccagé l'Afrique là, on doit reconnaître que ça nous a fait du bien, et on
doit même reverser des impôts, on doit payer ceux qui sont venus nous matraquer s'ils avaient nos grands-parents pour cela. Donc, c'est ça qu'ils vont appeler tête coloniale. Le deuxième élément, on estime que, si je prends le cas de la France, qui a colonisé la Haute-Volta du Burkina Faso, si la France a des difficultés, telles qu'elle est en train de provoquer la Russie et d'autres pays, si ça se déclare, elle a la possibilité de venir ramasser les jeunes burkinabés pour aller la défendre. Ça, c'est un accord. Du troisième accord, on estime que la salle dans laquelle nous sommes assis, si on trouve de l'or dans le sous-sol, si on trouve du diamant dans le sous-sol, si on trouve du pétrole dans le sous-sol, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. Et ils doivent venir vérifier pour voir s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas avant d'en disposer. Et quatrième élément, il faudrait que toutes les ressources qu'on va trouver sur notre sol, chaque année, on doit faire un point exhaustif, en tout cas des qualités de ressources humaines dans le sol là, et puis leur envoyer. Et cinquième élément, on ne doit pas aller payer, tel que le Burkina Faso, on n'a pas la possibilité d'aller payer nos armes pour nous défendre ailleurs. Même la formation de nos militaires et autres, c'est eux qui doivent le faire. Et sixième élément, il faut que si, à un moment donné, ils estiment que nous, Burkinabés, qui sommes en train de nous battre, ils ne sont pas d'accord, ils ont la possibilité d'amener leurs armées sans notre consentement, venir nous cloner et se positionner comme ils veulent. Voilà le contenu d'habillement dans le fond, d'où on parle d'indépendance formelle. Mais maintenant, quand on regarde, quand ils ont fait tous ces accords pour nous maintenir dans cet état, c'est que justement, c'est pour mieux cisailler la vie politique, le cisailler au niveau économique, le cisailler au niveau culturel, mais le cisailler aussi au niveau sécuritaire. Et je prends aussi des exemples. Mais en même temps qu'on donne des accords, des grands accords, on dit, celui qu'on a désigné, c'est eux qui l'ont désigné, c'est pas nous. Pour permettre et donner l'impression que c'est nous qui l'avons désigné, ils vont aussi fabriquer des textes pour nous envoyer. Et ces textes-là, ils vont appeler ça la Constitution. On dit que chaque pays a une Constitution, qui est la loi même. Et dans le contenu de la Constitution, ce sont eux qui l'ont fait. À leur guise, ils prennent leur thé, ils regardent les virgules qui les arrangent, et puis ils articulent le contenu de la Constitution. Et dans ce contenu de Constitution, on dit bon, il faut rapidement, conformément à la conférence de la Baule, il faut aller à la question d'élection. Le président doit être élu. Et on montre comment ils doivent manigancer pour avoir ces élections. Et quand on va dans les urnes, on donne l'impression qu'on a élu un président, ce n'est pas notre président. C'est nous qui croyons qu'on a élu un président. On n'a pas encore un président. Il faudrait que lui voyage chez eux, il prenne son avion, il va de l'autre côté des océans. Par exemple, quand je prends le cas de la France, l'intéressé, le cas de Macron, Nicolas Sarkozy et autres, il faut que le président prenne son avion, il aille de l'autre côté et qu'on le reçoive. Et quand on le reçoit, ils vont l'amener dans leur chambre culturelle et autres entre griffes, où on va aller poser sur sa tête des coutelas dont la longueur lui-même ne connaît pas. On met des chiens d'autres depuis qu'il est né, il n'a jamais entendu. On lui donne des décoctions qu'il voit dans le dos, lui il ne connaît pas. Et tout ça, on lui demande de jouer. Même s'il doit saccager l'ensemble de son peuple. Il doit tuer 1000, il doit tuer 2000, il doit tuer 3000, il doit prendre l'engagement de servir leur intérêt. Donc c'est quand il a cette validation qu'on lui donne une liste pour dire, bon, comme on doit lui dire au roi qui revient, il doit venir gérer en notre nom, c'est la liste qui doit composer votre gouvernement. Voilà. Le premier ministre, le nom est connu. Voilà. Le ministre de la Défense, le nom est connu. Et voilà. Le ministre des Affaires étrangères, le nom est connu. Économie et Finances, le nom est connu. Sécurité, le nom est connu. Et on dit, bon, en fonction des ethnies dans ton pays, quand vous allez arriver, en fonction des religions, en fonction des régions, bon, il faut faire un petit mélange pour donner aux populations que les populations ont des représentants politiques. Justement, quand il va venir, on l'applaudit à l'aéroport, on dit c'est votre président, il ne répond pas de nous. Mais on lui dit clairement, qu'en cas d'élection, si tu fais les élections, mais c'est nous qui allons venir avec notre armée, dès lors que tu fais ce que nous voulons, on va venir te maintenir en place. Ne régner. L'essentiel est que tout ce que tu fais, il faut que ce soit ce que nous te dictons. Et justement pour suivre tout ce qu'ils font, pour pouvoir suivre et t'interpeller, voir agir, ils disent le jour où tu vas réunir ton gouvernement pour travailler là, il ne t'appartient pas de choisir le jour. C'est nous qui choisissons le jour. Et ils choisissent le jour qu'ils donnent. L'ordre du jour du gouvernement doit leur être envoyé. Ils doivent analyser l'ensemble des points. Les points qui ne les arrangent pas, ils disent bon, mettez ça de côté.
les choses sur lesquelles ils sont prêts, vous analysez, et quand vous finissez, vous les faites correctement le peuple pour dire voilà les décisions qui ont été prises. Si vous avez l'autorisation de mettre en œuvre, vous mettez en œuvre. Et ils envoient les mêmes individus, personnages là, pour pouvoir avoir toujours les élections, rentrer, saccager la base culturelle dans tous les villages, pour que chacun ait un dépendant de ce qu'on va appeler des chefs traditionnels. Et on dit que nous sommes dans une période politique, dans une période démocratique. Et on rassure les représentants politiques qui est le président pour dire que ce n'est pas une question de 2 mandats, 3 mandats. La Constitution, c'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui connaissons le contenu. Et ça dit que pour nous, ce n'est pas pour eux. Donc, 2 mandats, 3 mandats, c'est nous qui décidons. Si tu veux, faites 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Le mandat que tu ne dois pas jouer là, c'est le respect intégral de nos intérêts. C'est pourquoi nous avons mis là-bas. Donc, de ce point de vue, voilà le contenu d'une constitution. Est-ce que dans ce sens, on peut dire que politiquement, nous avons une loi qui est capable de gérer la nation, donner une orientation politique? J'ai dit non. Au plan économique, ils disent, dans le sous-sol, conformément aux accords, rien ne vous appartient. Et pour être très sûr que rien ne vous appartient, malgré qu'ils ont tenu la conférence de 1884, dès lors qu'on constate que dans des pays, il y a l'entente, il y a la cohésion, il faut davantage les subdiviser parce qu'ils ont cartographié le sous-sol. Ils connaissent correctement le contenu du sous-sol à travers les différents pays. Je prends un exemple. Quand ils sont arrivés dans notre contrée, au niveau du Sahara, ils ont coupé une partie du Mali. Ils viennent couper une partie du Burkina, ils viennent jusqu'à Kaya. Ils coupent une partie de la Mauritanie, une partie du Sénégal. Si vous tapez sur Bogota, janvier 1957, vous avez vu qu'ils ont créé ce qu'on a appelé l'Organisation commune des régions sahariennes. C'est-à-dire que c'est une organisation qui, avec l'évolution, ils avaient constitué un nouveau pays qui transcende les autres pays, dont le sous-sol-là est vachement riche. Vachement riche parce que dans l'histoire et les analyses géologiques, il est indiqué qu'il n'y a pas une nappe phréatique dans le sol qui a la même capacité que la nappe phréatique qui traverse le Sahara jusqu'à l'Égypte. Donc, voilà pourquoi ils veulent s'installer. Et en même temps, pour nous donner des documents dans le sous-sol, ils disent que bon, le contenu du sous-sol-là, ça ne contient rien. C'est rien, c'est des pays pauvres, ainsi de suite. Et les vrais documents, et ils les ont. Quand c'est le moment de venir exploiter, et qui ont dit que le sous-sol ne contient rien, ils viennent, ils demandent une mine quelque part. Voilà, ils font une fouille de 1 semaine, 2 semaines, ils disent qu'ils ont trouvé de l'or. Ou bien ils ont trouvé ceci, ils ont trouvé cela. Au Burkina, ils avaient dit qu'il n'y avait pas de trace d'or. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas de trace de diamant. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas de pétrole. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas d'uranium. Mais nous avons dit au peuple burkinabé, nous sommes dans un élan révolutionnaire. Restez soudés, solidaires, avec l'ensemble des peuples, à travers le monde. Et vous allez voir dans 20 ans, 30 ans, tous ces papiers mensongers qu'on vous a laissés là, nous allons les démentir. On va les démentir parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas d'or. On est à plus de 10 000 exploitations industrielles d'or. Ils ont dit qu'il n'y a pas de diamant. Or, le diamant, quand vous prenez la formation géologique en Côte d'Ivoire, il y a une localité qu'on appelle Tortia. Pratiquement là-bas, le diamant, ça a ciel ouvert. Et l'indice qui permet, l'indice rocheux, qui permet de dire qu'ici il y a des traces de diamant, c'est le kimberlite. De la même façon qu'il y en a en Afrique du Sud, il y en a à Tortia, il y en a dans la zone de Bankora. Pourquoi il va avoir ces indices? Et depuis longtemps, ils disent qu'il n'y a pas de diamant. Voilà, ils sont revenus encore, ils veulent demander des permis de prospection diamantifère. On a dit qu'on ne va pas vous donner. Quand nous serons prêts, nous ne sommes pas allés regarder. Ce n'est pas vous qui nous avez. Ils viennent, ils disent qu'ils n'ont pas de Ils ont dit qu'il n'y a pas de pétrole. Mais rien que l'année dernière, on a reçu un message d'un jeune qui dit chez eux dans leur village, tel que un puits, 3 mètres, 4 mètres de profondeur, l'eau là, ça sent du pétrole, que l'on va consommer. Mais pourquoi on dit qu'il n'y a pas de pétrole? Ça veut dire que le Burkina Faso, au même titre que le Mali et le Niger, il y a du pétrole. C'est parce qu'ils veulent mettre la main là-dessus. La question de l'uranium, les gaz, ça aussi il y en a. Donc nous sommes assis au niveau de l'Alliance des États du Sahel sur, j'allais dire, un scandale géologique. Mais justement, ceux qui viennent vouloir nous saccager, pour qu'il au plan économique, nous nous apprêtons petit à petit, et dans la solidarité universelle, nous les attendons de pied ferme. Au plan sécuritaire, pour nous saccager, ils nous ont même dit qu'on n'a pas besoin de militaires, qu'on n'a pas besoin de gendarmes, on n'a pas besoin de policiers, on n'a pas besoin de GSP, on n'a pas besoin de douaniers, qu'il faut soudoyer toutes ces forces-là avec des sociétés privées. Conséquence, vous prenez les programmes d'ajustement structurel en 92, 90-92. Ils sont venus bloquer tous les recrutements.
Pour dire même notre sécurité, il faut soudoyer ça à des sociétés privées. Mais justement, ils connaissent le nombre des gendarmes, ils connaissent le nombre des policiers, ils connaissent le nombre des militaires, ils savent à tout moment s'ils doivent attaquer, combien de jours ils se donnent parce que vous n'avez pas pouvoir tenir. Et dans l'accord, les bons accords, c'est clair, ils disent que vous ne pouvez pas payer des armes. Ça veut dire qu'ils savent exactement quels sont les types d'armes également que vous avez. Et puis, quand nos militaires, nos gendarmes, des gens qui sont très bien formés, très bien cultivés, ils se retrouvent à analyser une préoccupation nationale. La sécurité, ça ne va pas. Ils doivent se concerter pour voir ce qu'il faut faire. Vous rentrez en réunion, vous concertez au nom de la nation, vous regardez derrière vous, c'est des gens qui sont à faire des oreilles rouges. Ouais, et puis quand vous finissez la réunion, bon, vous décidez de payer 2-3 revolvers, ils vont vous dire non, 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 c'est pas vous d'acheter. Attendez qu'on appelle soit Sarkozy ou Macron, et puis bon, on va vous revenir. Ils vont faire un an, 2 ans. Mais maintenant, ils vont aller regarder dans leur stock de la Première et Deuxième Guerre mondiale. On enlève des revolvers qui ne créent plus. C'est ça qu'on vient vous donner dit que vous savez. Et vous voulez qu'on continue à ça? Voilà pourquoi quand le capitaine est arrivé, le président est arrivé, la première des choses, c'est de dire, vous appelez, si vous appelez les coopérants militaires au monde là, on va regarder entre les lignes. Ce n'est pas l'important qui doit être coopérant. Vous allez quitter. Si nos vrais militaires gendarmes qui sont très bien formés doivent se retrouver, ça va être entre eux. Maintenant, s'il y a un partenaire qui vient, et on souhaite qu'il vienne s'associer, c'est nous qui le choisissons. Ce n'est pas lui qui vient parce qu'il veut venir prendre part à la réunion. Non. Mais je pas choisir les partenaires. Il faut qu'on regarde justement au niveau des ambassades qui peuvent venir s'installer, qui doivent faire quoi. Voilà pourquoi nous avons dit, bon, excellence, excusez-moi, j'ai dit on va vous dire la vérité. Donc, dès lors qu'on choisit comme ça, le pays qui insiste que ce que vous faites, ce n'est pas bon. Parce que vous voulez prendre en charge vos populations. Et eux, ils veulent venir vous piller pour aller se développer. Mais si vous n'êtes pas d'accord, on ne va pas forcer à rester. On n'a pas mis des cadenas autour du Burkina. C'est libre. Tu veux pas. Nous, nous avons choisi librement nos partenaires, collaborer avec qui on veut. Donc, ce n'est pas du manque de respect à quelqu'un. Ce n'est pas diminuer quelqu'un. Ce n'est pas insulter quelqu'un. Tu ne peux pas venir me dire que toi tu m'aimes plus que moi-même. Ça, c'est faux. Tu ne peux pas venir saccager mon grand-père, mon ami, saccager mon grand-père, saccager mon père, et puis tu viens te dire, non, bon, vraiment, toi aujourd'hui là, c'est vrai que j'ai fait du mal à ton grand-père, à ton lieu, mais toi là, on peut s'entendre. Si je suis intelligent, je dois commencer à me préparer. C'est aujourd'hui. Je dois te m'amener parce qu'il arrive. Parce qu'il est dans une période où il estime qu'il ne peut pas agir. Quand la période va arriver là, il va venir agir. Donc, voilà, au plan sécuritaire, c'est quoi nos affaires? Avec les programmes d'ajustement structurel, on vient, on saccage. À un moment donné, on dit, ben, vous avez vu les programmes d'ajustement structurel, vous voyez que le pays ne s'en sort pas. On est en train de sombrer. Malgré tout, vous dites non, demain dans le pays, ils disent non, attendez, comme vous vous en sortez pas, on va baptiser autrement votre pays. Il y a des choses que vous n'allez plus payer. On va lui dire, vous êtes un pays pauvre, très endetté. Pays pauvre, très endetté, qui l'a endetté? Donc, on t'appelle comme ça, toi, tu prends les noms, tu gardes, bon, et puis on te dit, bon, telle dette là, on va reporter. Quand ils voient que la tension sociale est en train de monter, on veut se reporter, ils reviennent rapidement et changent de nom. Ils disent, non, 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 attendez, vous n'avez pas bien suivi. On a un programme, voilà, un programme de développement accéléré, voilà, qu'on a en place là, voilà, croissance accélérée. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez qu'on ne fait que changer de terme en terme. Et en changeant de terme, on nous a tellement lu, même à travers leur éducation, on nous a tellement lavé, décidé les cerveaux, que quand on envoie les termes, on trouve aussi des spécialistes, nos frères noirs, nos soeurs noires, qui sont montés sur la scène pour démontrer que c'est bon, voilà le contenu. Et quand on finit de démonter, d'ici un an, on voit que ça ne contient rien, on change encore un autre mot. Et puis on se met encore à aller dans tous les sens. Et c'est dans ça, petit à petit, ils arrivent à nous avoir. Et je prends des exemples quand on parle comme ça. On nous a dit, parce que vous prenez la question des droits humains, en lien avec cette situation, ils sont venus dire que nous, on n'est même pas, puisque dans le code noir de 1685, on n'est pas considéré comme des êtres humains. C'est comme si chez nous, on ne doit pas parler de droits humains. Or, la première charte au monde de droits humains qui a dit comment il faut gérer l'enfant, comment il faut gérer la femme, comment il faut gérer la brousse, ça dit la forêt, comment il faut articuler les biens, et c'est la charte de Kouroukantouna de 1312. On m'emmène à côté d'ici. Mais pour nous déployer, ils se sont précipités le 26 août 1789
pour aller dire, bon, maintenant, aujourd'hui, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples. Et aujourd'hui, à partir du titre de ça, 1948, ils sont avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et nous-mêmes, on oublie d'où nous venons ce que nos parents ont déjà fait. Depuis 1310, depuis ce temps, des gens sont en train de monter, 1236, pardon, 1236. Si des gens sont en train de monter depuis longtemps comment la société est arrivée, mais pourquoi aujourd'hui nous on va donner l'impression que nous sommes rien? Vous prenez cette charte de 1236, vous rentrez à l'intérieur, que ce soit l'article 9, l'article 10, l'article 11, il est même dit que l'enfant c'est un bien communautaire, c'est pas un bien individuel. Il est même dit dans la charte que les questions de mariage, si vous vous mariez, à un moment donné ça ne va pas, et que la société, les sages estiment que ça ne va pas, et on doit vous séparer, on ne programme pas une séparation de mariage en pleine ville ou en plein village. Ça ne se fait pas. On amène le couple à la lisière, à la sortie du village, pour le faire, parce qu'on estime que c'est une séparation douloureuse. Mais avec les lois qui nous ont amenés, regardez ce qu'on a fait. On conduit des palais de justice en pleine ville, et chaque jour c'est pan des séparations. Et puis on met en paix. On ne peut pas nous-mêmes être assis sur le mal en train de le produire et puis être en paix. Donc, le premier niveau, c'est le niveau culturel. C'est comme si tout ce que nos grands-parents avaient, ils sont venus s'attacher, ils savent qu'il faut même avoir honte. Il ne faut pas s'approcher. Le progrès, c'est eux. Le développement, c'est eux. Mais vous parlez de quel progrès et de quel développement? Avant que vous ne veniez parler de colonisation et autres, nos parents, nos amis produisaient l'or. Ils produisaient déjà le fer. Ils produisaient des armements. Et vous-même qui êtes une descendante de ceux qui sont nés en Afrique, vous venez croire que, bon, la source, c'est comme un enfant qui est parti à l'école et qui revient dire à son père qu'il a vu au monde, du père n'est né, parce qu'il veut le saccager, il dit que le père n'est né. Il n'y a pas de malédiction plus que ça. Voilà pourquoi nous disons que tous ceux qui s'attaquent à l'Afrique, vous n'avez pas d'avenir. L'Afrique va vaincre. Parce qu'on ne peut pas venir s'attaquer à une aïeule, à une grand-mère qui s'attaque. C'est pas possible. Mais maintenant, c'est difficile à faire pour comprendre que le panafricanisme n'est rien d'autre que la farafina. Et c'est la terre africaine. Et comme on doit défendre, ce n'est pas la terre qu'on ramasse seulement comme sol, c'est la terre en valeur humaine, c'est en valeur économique, c'est en valeur politique, c'est en valeur culturelle, c'est en valeur sécuritaire. C'est ça on doit comprendre. Mais justement, depuis qu'ils sont venus donner des indépendances, il y a combien de jeunes qui meurent que la mer ramène en voiture? Que tous les pays limitrophes au niveau de la mer, regardez combien de jeunes noirs que les autres ramènent morts comme des sachets. Et vous voulez qu'on ferme les yeux. On ne peut pas fermer les yeux. C'est ce qui fait que le Mali, le Burkina et le Niger, à un moment donné, comme un feu des ancêtres qui a bien soufflé de façon bienveillante, a provoqué des changements dans les trois pays. Et les trois chefs d'État rapidement se sont retrouvés, premièrement, le 16 septembre 2023, à Bamako. Et ils ont dit qu'il faudrait qu'on avance. Il faudrait qu'on fasse la même forme. D'où ils ont analysé la charte de l'ITACO Gouma et ils ont mis en place, voilà, l'Alliance des États du Sahel. L'ITACO, en poursuivi, qui veut dire indomptable. Donc, ils ont mis l'Alliance des États du Sahel en place. Et au fur et à mesure qu'ils évoluent, le 6 juillet 2024, à Niamey au Niger, ils se retrouvent, ils mettent la Confédération des États du Sahel en place. En signant un traité, en faisant le règlement intérieur, en faisant le communiqué. Et c'est justement dans ce règlement intérieur, dans les documents qui ont été pris, qui indiquent que les trois chefs d'État, quand ils se retrouvent là, on a le collège des chefs d'État. En dessous du collège des chefs d'État, nous avons le gouvernement confédéral. Et en dessous du gouvernement confédéral, nous avons les sessions parlementaires. Mais maintenant, chaque pays doit mettre en place une commission nationale de la Confédération des États du Sahel et nommer un président et puis trois vice-présidents. Pourquoi un président et trois vice-présidents? Parce que justement, les trois chefs d'État ont tiré la leçon de l'histoire. Parce que si vous tapez sur le portable, vous allez voir qu'en 1959, la Fédération du Mali, dans laquelle il y avait la Côte-d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, ça a échoué parce que, pour le moment, c'est pas qu'ils n'ont pas travaillé. Ils sont partis immédiatement et directement vers une fédération. Or, vous allez vers une fédération, il faut être très sûr que vous avez créé des bases institutionnelles au plan économique, au plan culturel, au plan sécuritaire, au plan politique, pour parler de fédération. Si vous n'êtes pas encore fait, au lieu d'aller directement vers une fédération, il faut commencer par une confédération. En commençant par une confédération, c'est dire
Chaque pays garde toujours sa souveraineté, mais vous choisissez des piliers fondamentaux sur lesquels les trois pays sont unanimes qu'il faut d'abord travailler, consolider pour avancer. Et ces trois piliers, d'abord, c'est la défense et la sécurité. Deuxièmement, c'est la diplomatie. Troisièmement, c'est le développement. Et quand ils font tous ces éléments, ils font toutes ces rencontres, vous allez voir des gens qui disent non, on parle de l'AES, tout ça là, est-ce que ça avance, où est-ce qu'ils en sont, c'est du théâtre. Mais je leur dis que les chefs d'État, en janvier 2025, se sont retrouvés et les études sont en cours où ils ont décidé de deux grands projets. D'abord, le premier projet ferroviaire qui doit relier les ports capitales des trois pays de l'AES. Et le deuxième grand projet, c'est un projet ferroviaire. Deuxièmement, je les informe que les trois chefs d'État ont mis en œuvre le passeport de l'espace AES. Ils ont décidé de la mise en œuvre des organes de communication de l'AES, organes papier, radio et télévision. Et comme il faut les moyens, ils ont créé la Banque confédérale des États du Sahel. Ils viennent de décider de la mise en œuvre de la carte biométrique de l'espace AES. Et justement, on ne peut pas parler de panafricanisme, on ne peut pas parler de terre africaine et continuer de créer des barrières pour que les frères africains viennent. Non, le chef d'État donc a pris dans une instruction, surtout au cas du Burkina, en entendant, de dire que tout frère africain, où que vous soyez, si vous voulez venir chez vous au Burkina, il n'y a pas de raison de passer par une visa. Donc c'est ça la vraie nationalité. Mais quand on parle de tout ça, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on doit dormir? Attention, attention. Des pas ont été faits, mais beaucoup reste à faire. Et dans ce beaucoup qui reste à faire, il faudrait qu'on ouvre le. Et le fait que vous retrouvez aujourd'hui au Burkina, dans cette unité partenaire africaine, ça veut dire que l'œil est déjà ouvert. Pourquoi je dis qu'il y en a beaucoup à faire? Il y en a beaucoup à faire parce que vous voyez écrit sur tous les toits. La monnaie que le général de Gaulle a créée pour les colonies françaises en 1945, ils ont même dit dans les accords, les 11 accords secrets, qu'on ne doit pas utiliser une autre monnaie que le franc CFA. Mais justement, comme les chefs d'État sont en train de réfléchir pour voir comment il faut avoir une monnaie, ils sont pressés, ils crient dans tous les toits, vous êtes où? Vous dites, vous allez créer une monnaie. On en est où? Pourquoi ça ne sort pas? En 1958, quand Sékou Touré a exigé, ici et tout de suite, l'indépendance de la Guinée, le général de Gaulle a dit, vous prenez l'indépendance ici et tout de suite. En faisant quoi? En saccageant toute l'administration coloniale guinéenne. Et je salue la mémoire de l'ensemble des professeurs dont les Joseph qui ne sont pas aujourd'hui en vie, qui ont pris la décision de rejoindre la Guinée et d'enseigner les enfants africains en Guinée de façon bénévole. Donc ça a été fait. Mais justement, on va dans le sens. Quand on a décidé de créer le franc guinéen, comme ils avaient la maquette, ils savaient comment ça se faisait, avant même que Sékou Touré ne fasse produire le franc guinéen, les Guinéens étaient déjà bondés de faux billets pour pouvoir tuer l'économie. Mais nous, on a les chefs d'État ont cette expérience. Ils savent comment on a souffert dans le temps. Un pays africain a souffert dans le temps. Mais si tu es tombé, il est très bien de regarder là où tu as trébuché, l'obstacle qui t'a fait trébucher pour tomber. Parce que si tu restes là où tu es tombé pour regarder, demain tu vas trébucher encore. Il faut regarder l'obstacle. Donc quand ils sont pressés pour dire, bon, vous dites vous allez créer, ouais, vous avez tout. C'est notre monnaie. C'est nous qui avons dit, on veut changer de monnaie. Toi, tu es pressé pourquoi? Puis c'est pas ta monnaie. Voilà. Donc depuis quand tu prends ta route qui dit à venir, va te pas ici. Restez attendez, un beau jour vous allez comprendre que nous avons notre monnaie et puis on fonctionne correctement. Mais justement, la question première, ce n'est même pas le fait d'avoir une monnaie, ce n'est pas ça qui les dérange. Ce qui les dérange là, puisqu'avant vous payer des armes, il faudrait que ce soit en CFA, que la France ait le contrôle, qu'il ait la possibilité de produire des brevets pour empêcher de payer tel avion, tel carrage, tel char. Non. Puisque nous, on ne va plus qu'on fait utiliser votre franc CFA. Ça, c'est un. On a aussi changé de partenaires. Ça, c'est deux. Maintenant, on va vous mettre devant le partenaire que chaque semaine, c'est des quantités, des dizaines, des centaines de chars qui rentrent au Burkina. C'est des milliers de tâches qui rentrent au Burkina. Avec quoi on paye, ça, c'est pas votre problème. Est-ce que c'est des aides ou pas? Ça, c'est pas votre problème. C'est ça qui leur fait mal. Ils veulent dire on achète la vie, on va dire. De toute façon, là, on peut le même.
Voilà, quand on fait même chez vous, on veut payer une carache qui normalement devait coûter tant de francs, on va se retrouver le premier multiplié par 3. Mais depuis qu'on a changé de partenariat, mais nous avons la possibilité d'aller dans les usines où on fabrique. Et puis ceux qui nous aident, on va plus les trouver là-bas, et aussi ils sont assis. Là, ils viennent acheter, aller mettre leur marque, nous les vendre. C'est ça, vous allez comme ça. Et puis on va faire. Donc, dans ce cas, il faut qu'on avance comme ça. Donc, ils sont pressés, votre plan là, ça y est, on ne va pas vous le dire. Le général Kiali a dit, les techniciens travaillent, quand le temps viendra, ils vont leur donner la parole, ils vont sortir communiquer. Ça, c'est le premier élément. Pour montrer que la bataille doit être possible. Deuxième élément, qui est on ne doit pas faire de, c'est la question alimentaire. Vous savez très bien que l'alimentation, c'est le premier médicament du corps. Qu'est-ce qu'on mange? Vous allez trouver des produits qui doivent être consommés par des animaux, on les transporte, on amène dans le pays. Vous prenez un petit bol de riz, vous mettez dans une grosse manette, vous mettez le feu, ça se gonfle, ça remplit la manette. Le riz a mangé quoi? Vous allez voir maintenant ça dans cette consommation dont on ne connaît pas les sources. Vous allez trouver des enfants de 12 ans, 13 ans, 15 ans, on dit qu'ils souffrent de tension. Mais comme un enfant de 15 ans, il dit qu'il est malade depuis quand? Je n'ai pas dit qu'il est malade en tension. Il est malade depuis quand? Il y a un problème. Donc, il y a des maladies dont on ne connaît pas, dont on a dit, les chefs d'État ont décrété la question de l'autosuffisance alimentaire. Et l'autosuffisance alimentaire, on est en train d'avancer. Vous voyez, quand tu prends la bonne direction, la direction de la vérité, de la fraternité, de la transparence, même les ancêtres qui sont dans le sol, là, ils sont d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'on peut aller payer des motoculteurs et autres, venir poser, et puis ils ne paient pas de moi. Mais depuis le chef d'État a décrété le 15 mai, chaque 15 mai, journée des coutumes et traditions dans notre pays. Mais ça fait 2 ans, il pleut. Ça, même les chefs d'État, les chefs traditionnels n'ont laissé que des bouchées d'eau. Là, les bouchées d'eau, vous laissez des canaries d'eau. Donc, ça fait un lien avec nos forces, avec la culture. Ça avance. Donc, les questions de venir nous transporter des sacs d'aliments périmés, ainsi de suite, on va bien regarder. Mais là aussi, il faut faire appel au patriotisme de nos frères africains. Pourquoi il faut faire appel à leur patriotisme? On va dire qu'on est venu au port du Ghana, il y a des produits qui devaient rentrer, le Ghana a refusé parce que même des animaux ne doivent pas consommer. Mais si toi tu es haïtien, par exemple, et tu t'en vas payer parce que tu veux de l'argent, tu t'en vas payer des sacs neufs pour aller emmagasiner c'est-à-dire ensacher encore les mêmes produits qu'on devait jeter pour venir revendre à tes frères, mais tu n'es pas mieux qu'un esclavagiste. Donc voilà pourquoi pour pouvoir mener une telle lutte et avancer, il faut avoir un esprit de vérité, de transparence et d'unité, donc une unité révolutionnaire. En dehors de ça, ce n'est pas possible. Le troisième élément, après l'alimentation et la question du franc CFA, c'est la question médicale. Qui peut dire que les comprimés qu'on avale là, véritablement, c'est pour nous soigner et c'est ça qui produit? Je félicite la femme qui vient de faire un show dans une localité. Des tenants et des tenants de produits. Les vaccins qu'on utilise sur nous, là, qu'est-ce qui prouve que c'est des vaccins? Est-ce que ce n'est pas pour nous programmer à mourir en masse dans 10-15 ans? Est-ce que ce n'est pas des robots qu'on nous injecte pour faire ici? On dit la COVID-19. Vous amenez des médicaments, vous mettez même des mots là-dessus. Le nom, on ne sait pas c'est le grand-père de qui. Vous amenez un vaccin, vous dites qu'il s'appelle Johnson & Johnson. Johnson l'a stéqué. Et je viens pour me vacciner, vous dites que je ne me vaccine pas, je ne peux pas voyager. Et tu veux me vacciner, tu dis même à les gens de me dire, bon, si tu prends le vaccin Johnson & Johnson, bon, tu dois faire 1 semaine, 2 semaines sans prendre l'alcool. Je dis, c'est pas grave. Mais quand il dit de l'affaire, c'est ça même qui tue l'antidote. Vous me mettez Johnson & Johnson, je sors de la maison, prenez ma fille à jeter à 2 têtes. Donc, le quatrième élément, c'est la question judiciaire. On ne peut pas vouloir des présidents qui vous gèrent bien. Et les gens s'asseyent de l'autre côté, on ment sur eux, on fabrique des preuves, on vient les attraper pour aller les causer à la Haye, à la Cour pénale internationale. Pourquoi? Les États-Unis partent là-bas, les autres Européens, celui qui est en Israël, qui massacre les gens, ils partent là-bas. Pourquoi ils ne sont pas nos arrêts? Est-ce qu'il y a plus criminel qu'eux? Donc, de ce point de vue, on ne va pas admettre, continuer de le soumettre à des injonctions de Cour pénale internationale. Donc, de là, les autres. On va créer la Cour confédérale, voilà, la Cour judiciaire confédérale. C'est ça que nous allons faire. Et maintenant, l'autre registre que l'on va jouer là, c'est le levier du mandat, l'éducation.
On n'a pas continué de laisser les enfants, on les attrape, on emmène dans des pays, on ne sait même pas ce qu'on leur fait, après ils disparaissent. Non, il faut qu'on revoie les curricula. Les curricula dans lesquels on nous a enseigné le mensonge. On a même dit oui que Christophe Colomb a découvert les États-Unis. On a fait réciter ça pendant des années. Hein? Or, Christophe Colomb, justement. Or, Christophe Colomb, lui, il a été aux États-Unis en 1492. Notre grand-père Boubacar Mansa de Mali a été aux États-Unis en 1312. Donc, ça veut dire que Christophe Colomb a été là-bas après lui 180 ans, en gros 2 siècles après. On va changer le contenu de l'enfant. Et justement, dans cette communication, on fabrique des documents, et c'est ce qu'on a dit à l'ONU. Comme on ne veut pas que l'Afrique essaie de batailler pour libérer le monde, je viens à l'ONU, on dit non, quand on a dit ceux qui sont les vainqueurs n'ont pas venir, la France a couru à aller s'asseoir. Toi, tu as vaincu qui? Toi, tu étais occupé. L'Afrique est venue te libérer. On dit aux vainqueurs de venir, toi, tu t'en vas t'asseoir à la place de l'Afrique. Et puis maintenant, pour nous amener à indiquer que nous, on doit être absents du temps, il fabrique même un terme, Dieu nous donne. Pour dire non, vos grands-parents ont rien aidé. Sur le champ de bataille, ils ne tiraient même pas pour être, ils tiraient à l'air. Donc, par conséquent, ce sont des tirailleurs. Moi, mon grand-père n'a jamais été tiré à l'air. Il n'a pas tiré à l'air. S'ils avaient tiré à l'air, la France n'aurait pas été libérée. Mais on enseigne ça pendant combien d'années à nos enfants? Des anciens combattants tirailleurs. Anciens combattants tirailleurs. Ça veut dire, je suis fier. Quand on dit que non, mon grand-père n'est pas bon. Je vais t'arrêter, il va prendre une vidéo, il a tiré à l'air. Donc, ça, c'est au niveau de l'éducation. Troisième phase de l'éducation, on ne va pas continuer à payer des blindés, continuer à payer des camarades, continuer à payer des... Non, l'État doit s'organiser. Si on doit donner des bourses, nous avons besoin de véhicules. On voit avec notre partenariat quel est le pays qui en fabrique les bons véhicules. On prend 100 enfants, 200, on les envoie, on les suit. Dès qu'ils finissent là, ils reviennent. On crée un laboratoire, on ne va pas dire où, crée un laboratoire. Et puis ils sont à l'intérieur. En tout cas, dans 2 ans, 3 ans, on voit des nouveaux véhicules, mais nous voilà qui sortent. Au niveau de l'armement, ça sera pareil. Je prends le cas, depuis que l'Ukraine est instrumentalisée, les États-Unis ont vendu des avions de guerre à l'Europe. Allez-y leur demander, tous les avions de guerre qui ont été vendus doivent être la carte mémoire doit être recyclée chaque 6 mois. Chaque 6 mois, on te vend un avion, et c'est celui qui t'a vendu là, qui peut à tout moment décider que ton avion ne décolle pas. Et nous, on va rester dans ça. Donc, voilà pourquoi ils veulent qu'on paye le matériel. On ne va pas les payer là-bas. On va aussi voir un peu comment il faut fabriquer. Pour que même si on fabrique dès la production stock, c'est pas bon là, on va continuer. Parce que c'est comme ça. Voilà, avec des partenaires qui sont clairs. Maintenant, si on a mis avec un partenaire, et puis le partenaire aussi n'est pas correct, on se dit au revoir. Ça ne va pas tourner. Hein. Le partenaire, si tu es là, tu ne peux pas faire ce que vous dites là. Tu dis au revoir. Parce que, et puis terminer par là, même les institutions de béton, ceux qui donnent l'argent, regardez leur comportement. Vous venez vous faire des pas de saccager des pays. Même l'éducation a été saccagée. Et comme ils ont des dirigeants qui ont l'argent, ils mettent l'argent dans les caisses, vous voyez les enfants là, ce n'est pas la peine de les faire redoubler. Il faut les faire passer systématiquement. Voilà, parce qu'à partir de ces on peut commencer à voir. Or, chez vous là-bas, quand les enfants sont déjà 15, 16 dans une classe, vous commencez à oublier qu'ils sont nombreux. Chez nous, ils sont ainsi 200, 300. L'enseignant n'a même pas la possibilité de marcher entre les rangées pour vérifier, contrôler les enfants. Or, une bonne éducation devait commencer par le fait que moi, je suis enseignant, je connais les enfants par leur nom, et même en plus de leur nom, je connais leurs parents. Pour qu'en cas de difficulté, je les appelle. N'avons-nous pas les moyens pour pouvoir continuer des écoles et tout le fait? On a bel et bien les moyens. Malheureusement, ils amènent 20 milliards. Ils disent que c'est un prêt. Le pays est condamné 20 milliards. Va seulement prendre en tant que dirigeant. Dans les 20 milliards, ils enlèvent 4 milliards. Ils repartent chez eux là-bas, créent un compte, ils mettent les 4 milliards. Or, ils savent très bien chez eux là, même si les 8 tombent là, ils voient. Donc, ils savent les eux s'ils ne voient pas. Donc, 4 milliards de tourner. En tant que ministre d'État, moi, j'ai quelle chance de bovin ou caprin pour pouvoir amener 4 milliards là. Donc, on laisse. Donc, quand ils commencent à constater qu'ils ne te sentent pas, puis on va t'injecter, tu vas mourir, on bloque le compte, ou bien on fabrique des choses pour dire tout est bien là, bon, ça va à partir, et ils détournent comme ça. Pourquoi, si vous êtes d'accord, vous êtes un bon partenaire, vous voulez m'aider, qu'est-ce qui vous empêche que moi qui ai détourné amener chez vous là, de me ramener et remettre à mon pays?
C'est ça qui devait être fait. C'est ça aussi le bon partenariat. Tu dis que mon partenaire, tu viens chez moi, c'est moi qui suis à ma maison. Tu me poses la question si je dis oui. Tu dis qu'elle dit, je dis ma maison est tout ici. Tu viens, tu me donnes un prêt, tu dis bon, prends le prêt, mais ne colle pas ici, va coller au fond. Ah bon? Donc tu veux le noyer. Moi je prends mon argent, je veux le parler à la maison, tu dis non, il faut aller. Voilà pourquoi nous disons, on ne va pas chasser un partenaire financier. Si tu amènes ton argent, c'est pas que tu es venu, on t'a pas appris. Voilà là où on part. Si tu donnes ton argent, on part ici. Tu ne donnes pas aussi, on part ici. Si tu ne veux pas, retourne. Tu n'as pas appris. Donc, s'il y a des représentants de l'événement mondial, écoutez très bien. De toute façon, même s'ils ne sont pas dans ça, on ne va pas les entendre. Si vous envoyez vos prêts, ce sont nos projets de développement. C'est là-bas que nous allons aller. Pas on veut. Donc, le tout dernier élément, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas eu dans le temps des parents, quand on parle de solidarité, est-ce que la solidarité doit être aiguisée davantage? Les gens se sont battus. Et tout ce qui a été fait en nos amis et l'autre, c'est pour dire qu'à tout dirigeant africain qui va s'engager. Je prends un exemple. Lumumba, au Congo. Vous avez, il n'y a pas de comment. Regardez ce qu'ils ont fait. On découvre un être humain dans le glace. Et des bourrons, on les dit temps pour aller garder. Et des années après, on ramène. Voilà leur nature. Ce sont des défenseurs de droits humains comme ça. Deuxième élément, nous au Cameroun. On a coupé la tête posée en plein quartier. Forcer les populations pour venir regarder. Vous voyez votre leader, vous voyez la tête. Garde à vous. Troisième élément, Madagascar, ça ne vaut même pas un mois. Où ils ont restitué des crânes de chefs qu'ils avaient amenés chez eux. Dernier élément, à côté, Thomas Sankara. Comment des gens ont des laboratoires qui peuvent déterminer la nature de squelette dans le sol, même s'il a 1000 ans, quelqu'un qui n'a même pas fait 30 ans, on l'amène, vous dites, vous n'avez pas trouvé d'ADN. Non, c'est une façon de dire qu'ils s'en fichent pas mal. C'est le même corps noir de 1685. Ils ne sont pas des êtres humains. Et c'est pour dire que s'ils ne vont pas faire pour Sankara, tant pis pour celui qui va s'engager à défendre l'Afrique. C'est une façon de dire, on vous met en garde. Mais quand ils disent qu'ils vous mettent en garde, ce n'est pas seulement de la physiologie. Le général Lecointre l'a déjà dit, en direct. Le général français Lecointre. Que il se prépare, que ce soit seul ou avec les armées européennes, dans 10 ans, moins de 10 ans, ils vont revenir dans le Sahel. En tout cas, nous, on s'apprête, on les attend. On les attend. On les attend parce que quand le chef de l'État utilise les armes, si c'est des terroristes, que vous envoyez la guerre de souveraineté, que vous avez envoyé vos supplétifs armés pour semer la désolation, afin de pouvoir nous piller là, nous aussi on est en train de se préparer, petit à petit. Et le problème, ce n'est pas seulement se préparer pour lutter contre les supplétifs armés. Non, on doit correctement s'organiser, avoir une jeunesse saine, une jeunesse unie, renforcer l'unité africaine pour que le Burkina, le Mali et le Niger, pourquoi pas, ne voulaient un peu vers un frère coréen du Nord. Voilà, on a cette capacité. Vous voyez, il n'est pas très grand de taille. Mais quand il parle du rôle sur lui-même comme ça, le monde reste tranquille. On veut parler dans ce sens. Donc il faut savoir. Donc on ne peut pas le faire. Vous avez les services africains qui sont partout. Venez nous aider afin qu'on puisse avancer. Donc j'ai dit qu'au niveau de la solidarité, sur le niveau que vous me permettez, il faut que je donne des exemples précis pour montrer qu'on a intérêt évidemment à protéger nos chefs d'État. On a intérêt à les protéger parce que si on s'amuse, ce qu'ils vont faire là, c'est pas bien. C'est pas bien, ils s'appellent. Et je disais tantôt que quand vous prenez les cas dans le temps, prenez le cas de Sankara, le 21 avril 1986, c'est en réfléchissant à tout ça qu'il a mis, voilà, l'Institut des peuples noirs en France, l'Institut des peuples noirs en place, ici. Le président capitaine Ibrahim Traoré vient de relever ça, parce que ça ne marchait pas. Le 21 mai, il a dit de mettre encore l'Institut des peuples noirs en France. Donc, l'Institut des peuples noirs, qu'il a rebaptisé Institut des peuples noirs Farafina. Ça veut tout dire. Institut des peuples noirs Farafina. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, Sankara, il fait partie de ceux qui ont donné un passeport diplomatique à Nelson Mandela pendant l'apartheid. Est-ce qu'il y a un soutien plus que ça? Il a dit courageusement
à la 3e année de la commémoration de la Révolution que l'apartheid est un cancer et il doit être fermement combattu. Il faut avoir le courage pour le dire. Donc, que ce soit le général d'armée Goïta, que ce soit le général d'armée Tchani, que ce soit le camarade capitaine Ibrahim Traoré, au nom de l'ensemble des Africains, de notre honneur, notre intégrité, notre dignité, c'est comme s'ils sont montés sur un engin explosif à fragmentation générationnelle. Ça veut dire quoi? Ils sont sur un danger, si ça explose, nous on ne sera pas là, et même nos enfants qui ne sont pas encore nés, ils vont payer le prix pour avoir osé penser souveraineté. Et de ce point de vue, quand ils parlent, quand ces chefs d'État sortent, ils parlent, ils font leur discours là, il ne faut pas qu'on se limite à applaudir. Applaudir, c'est très bien. Prenez le discours après, allez-y vous asseoir seul. Écoutez le discours mot par mot. Parce qu'un leader, il y a des alertes, il y a des choses qui déclarent, si tu n'es pas très vigilant, ça peut passer. Sankara, avant de partir, il a fait le même discours. C'est une interview, on a applaudi, non? Il dit qu'il est pour l'injustice. Tu n'es pas prêt, à gauche c'est des précipices, à droite c'est des précipices. S'il arrête de pédaler, il va tomber. Mais il faut que lui continue. On l'a regardé, on l'a vu saccager. Norbert Congo qui parlait en autre mois à couche. Une semaine avant sa mort, il a dit à quelqu'un qu'aujourd'hui, au Burkina, moi j'ai confiance en une seule personne. Il a dit ça trois fois, il dit que c'est son chien qui est couché là. Pourquoi? Parce que tout simplement, la nuit, quand lui il garde sa famille, le chien vient tout coucher. Est-ce qu'il y a une façon de dire, venez, je suis en danger? Donc, de ce point de vue, voilà pourquoi il faut saluer cette présence de l'unité africaine aujourd'hui. C'est ça l'unité africaine. C'est ça l'unité africaine. Et pour terminer, je dis que on dit la bouche parlée quand la nuque est bien protégée. Ce n'est pas que les impérialistes ne veulent pas venir en plein midi à Ouagadougou saccager quelqu'un. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas aller à Bamako en plein midi saccager. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas aller à Niamey en plein midi saccager. C'est comment ils vont saccager et ils vont s'en sortir là. C'est cette équation qu'ils sont en train de regarder. Mais cette équation est constituée par votre veille, votre solidarité, votre unité. Rendez l'équation très complexe afin qu'il n'arrive pas à la résoudre. J'en ai fini. Vive la vie.